Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, avec notre invité, on a parlé de choses très intéressantes, dont l'importance de la stratégie, aussi l'importance de définir les processus d'entreprise, mais aussi de donner les outils adéquats aux gestionnaires pour être en mesure de gérer des changements majeurs. Et malgré tout ça, on a quand même conclu sur l'importance de l'humain dans la démarche de la transformation numérique. Et même, on termine à la fin de la conversation avec une nouvelle approche, une nouvelle vision de comment approcher et gérer les gens. Donc, on vous laisse écouter la conversation du podcast pour découvrir cette conclusion. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on accueille Isabelle Gélina. Elle est diplômée de l'UQTR en génie industriel. Isabelle est une gestionnaire technique et une leader très humaine à la fois. Elle a un bagage assez diversifié de plus de 25 ans d'expérience en industrie, autant avec les PME que les grandes entreprises et les startups technologiques. Elle possède une vaste expérience en gestion des opérations, en gestion de l'innovation, ainsi qu'en développement des affaires. Elle est une alliée précieuse dans les réflexions stratégiques. Elle met sa vision globale à contribution pour maximiser le progrès. Sa préoccupation pour l'humain, combinée à sa passion pour la croissance personnelle, en font également une sage conseillère. Bienvenue parmi nous, Isabelle. Merci beaucoup. On est très heureux que tu aies accepté notre invitation. Puis, on sait que tu as lancé ta propre compagnie dernièrement. Donc, quand est-ce que tu as créé IG Stratégie? Puis c'était quoi le but derrière de lancer cette compagnie-là? J'ai créé IG Stratégie en février 2023. Okay. J'ai commencé à temps plein à travailler dans IG Stratégie au mois de mai 2023. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. L'objectif, c'est que c'est vraiment de créer mon entreprise. Je voulais être entrepreneur, tout simplement. Ça fait un bon bout de temps que ça travaille dans ma tête. J'avais créé une autre petite entreprise avant qui s'appelle Maison Mixi, pour faire des objets décoratifs. C'était plus pour m'amuser qu'autre chose. Mais c'est vraiment un objectif d'entrepreneuriat. J'ai été longtemps directrice générale d'une entreprise. C'est quelque chose qui me passionnait vraiment beaucoup. J'ai eu deux autres emplois ensuite, entre autres chez Taiga Motors. La dernière année, chez Taiga, j'étais un peu comme une consultante interne. Je me suis promenée d'un département à l'autre pour aider. Ça m'a donné vraiment l'idée de dire je pourrais le faire pour plusieurs entreprises puis avoir mon entreprise à moi. Donc, je voulais aider, participer au progrès stratégique de plusieurs entreprises. C'est pour ça que j'ai lancé cette compagnie de consultation-là. Génial. Puis c'est quoi ton style d'accompagnement que tu peux offrir aux entreprises par cette compagnie? Bien, le cœur de ça, c'est de travailler sur la stratégie de l'entreprise. Donc, ça peut être vraiment une réflexion complète stratégique. Ça peut être aussi des projets stratégiques spécifiques. La plupart du temps, les gens vont m'appeler quand ils ont des transformations à faire, quand ils ont des changements importants à faire, ils ont besoin d'implanter ou de changer des processus d'affaires qui sont clés là, dans l'entreprise. Puis qu'il y a toujours un petit bout de coaching, de direction là-dedans. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, ma saveur. Est-ce que tu dirais que le coaching de direction est un facteur de succès aux transformations? C'est définitif. On a senti l'hésitation. Oui. Je vais y réfléchir avant de... Non, oui. Puis comment tu mets de l'avant ce coaching-là pour s'assurer que ça va adhérer au succès de la transformation? Oui. Bien, en fait, quand on est consultant, qu'est-ce qu'on amène principalement? C'est une vision externe. Les gens sont beaucoup dans le quotidien, ils sont collés sur l'arbre. Puis il y a des choses, des fois, qu'ils ne voient plus avec le temps. Donc, moi, ce que je les aide, c'est de prendre de la hauteur un peu, prendre de l'altitude, essayer de voir les choses d'une façon globale pour être capable de se remettre en question, de se repositionner, de se refaire une stratégie pour avancer pour la suite. Fait que des fois, il y a des embûches, puis ils finissent par plus trouver tout à fait l'angle avec lequel aborder les choses. Des fois aussi, c'est qu'ils essaient de prendre une trop grosse bouchée à la fois. L'équipe n'est pas capable de le prendre. Fait que d'aller doser ça, d'aller voir là, dans l'équipe comment on peut décider de la grosseur des bouchées qu'on va prendre à la fois. Un regard externe va beaucoup aider. Donc, c'est une façon de coacher les gens que de les habituer à prendre du recul, à remettre en question, à redécouper le projet ou les démarches qu'ils sont en train de faire. Puis comment ça fonctionne pour un entrepreneur qui a de la difficulté par rapport à la gestion d'une transformation, qui fait appel à IG Stratégie, donc à toi?
là, toi, tu viens beaucoup les épauler, etc. Quand tu quittes, est-ce que les entrepreneurs sont du style à te réappeler ou est-ce qu'ils sont quand même autonomes suite à ton accompagnement? En fait, normalement, il faut que je sois autonome, là, parce que l'objectif, c'est pas que moi, je reste connectée dans l'entreprise. Là où est-ce qu'il va y avoir une répétition, c'est qu'il y a un autre enjeu, il y a un autre enjeu, il y a un autre enjeu. Il y a d'autres choses, des fois, pour lesquelles ils vont dire, bien, ça nous aiderait maintenant à travailler sur un autre aspect. Ça fait que toujours dans une perspective de progrès, c'est vraiment mon mot-clé. Tu sais, on a réglé quelque chose, bien ensuite, ça amène un autre besoin ou est-ce que là, on va aller plus loin dans un autre domaine, dans une perspective de progrès. On n'a jamais fini d'améliorer une entreprise. Hein? Non. Il y a toujours un autre volet, puis il y a de la nouveauté qui se passe dans le contexte ou dans l'environnement de l'entreprise aussi. Ça fait que j'ai une continuité avec les entreprises, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables d'être autonomes. C'est parce qu'on change de sujet. Génial. Je me questionnais à savoir, quand une entreprise t'appelle, comment tu détermines un bon projet d'accompagnement? Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est les entreprises, ils savent qu'il faut qu'ils changent quelque chose ou ils se sont fait parler d'une technologie X, Y, Z, puis là, ils sont comme « Ah, c'est la tendance, il faudrait que je l'aille aussi. » Puis là, ils ont le bon réflexe, ou on espère qu'il y a le bon réflexe, d'aller à l'externe, se faire accompagner si l'expertise n'est pas la leur. Mais après ça, comment on vient recadrer un bon projet d'accompagnement suite à ce que les entreprises lèvent la main pour de l'aide? Bien, pour moi, le bon projet d'accompagnement, il doit absolument servir la stratégie. Donc, il faut qu'il soit connecté à quelque chose d'autre. Parce que sinon, si c'est un projet qui est complètement parallèle, le risque d'insuccès est important. Fait que de poser les questions pour être sûr que ça serve la stratégie, que ce ne soit pas le projet avec le goût du jour, quelqu'un leur a vendu quelque chose ou il y a une subvention, fait que là, il faut qu'il le fasse tout de suite. Il faut se poser les questions. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Donc, est-ce que ça sert la stratégie? Deuxièmement, est-ce que la direction supporte réellement l'initiative? Parce que s'ils me demandent de faire un projet avec les gens, mais qu'eux autres passent leur temps à demander autre chose à l'équipe avec laquelle je vais travailler, je ne vais pas réussir non plus. Donc, il faut qu'il y ait un support qui soit convaincant, disons. Puis, il faut qu'il soit capable de dégager les ressources pour le faire. Parce que faire un projet complètement à l'externe, sans le connecter à l'interne, quand tu arrives pour le connecter puis l'intégrer dans le quotidien de l'entreprise, ça ne sera pas un succès non plus. OK. Ça ressemble pas mal à quelques-uns des préalables qu'on a déjà identifiés, ça. En fait, là, d'avoir quelqu'un qui est responsable, d'avoir quelqu'un qui accepte Absolument. tout ça. Là. Et c'est quoi, suite à un accompagnement, c'est quoi l'état ou peut-être la situation que vous cherchez à amener l'entreprise? Là, à quel niveau? Est-ce que c'est différent pour chaque entreprise? Est-ce que c'est différent parce que chaque entreprise n'est pas du tout au même niveau. T'sais, au niveau dans le fond, le but, c'est d'améliorer la maturité de l'entreprise selon certains thèmes là, sur lesquels je vais travailler. Mais l'entreprise, des fois, va vraiment être au début. Ils n'ont pas travaillé leur processus d'affaires du tout. Ils n'avaient pas tellement pris conscience à quel point c'était important. Donc, on va se faire un plan, puis là, bien, ils vont faire une implantation, puis je vais les accompagner à différents points de l'implantation pour qu'on mesure la progression. Puis ensuite, on va passer à une autre phase. Fait que l'idée, c'est de faire un diagnostic un peu au début pour comprendre l'entreprise, elle est où. Parce qu'il y a des choses que je peux proposer à quelqu'un qui ne sont pas rendus là du tout. Ça ne marchera jamais. Fait qu'il faut que je les prenne là où est-ce qu'ils sont. Puis il y a toujours une réalité qui fait que l'entreprise est rendue à telle ou telle place. Ils ont eu des priorités ou un environnement parfois différent. Mais l'idée, c'est de dire, bien, on s'entend dessus sur le bout de chemin qu'on a à faire. Vous avez les ressources, vous êtes engagés à faire cette démarche-là. Puis moi, bien, je vous aide à trouver les étapes, les outils, puis à faire passer ça dans l'équipe. Puis après ça, bien, on continue de progresser. Mais il y a des entreprises qui sont au contraire très avancées. Eux autres, ils ont besoin vraiment là, des outils plus performants, des mesures de performance beaucoup plus avancées. Bien là, on ajuste en conséquence. Vas-y. Oui, ben en fait, là, on parle un peu de distinction entre les entreprises et on oppose souvent les PME et la grande entreprise. Dans ton expérience à toi, c'est quoi qui distingue les PME des grandes entreprises que tu as côtoyées? Bien, dans les grandes entreprises, les tâches sont beaucoup plus segmentées. Chaque personne a sa pointe de tarte qui est beaucoup plus fine. Fait que là, il faut s'assurer que la coordination des ressources, elle est très bonne, mais souvent, les processus vont être très avancés dans une plus grosse entreprise. Il y a une certaine lourdeur aussi, on ne se le cachera pas, parce qu'il y a beaucoup plus de gens à coordonner. Quand on prend une décision, ça implique beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de coordination. Le volet direction, gestion est plus important. Dans une PME, il y a des gens qui vont emporter plusieurs chapeaux.
Il faut être capable d'ajuster les objectifs avec la capacité que les gens ont parce que souvent, ils vont avoir plusieurs tâches à la fois. Ça va être par contre, plus rapide à prendre des décisions, souvent parce que ça implique un peu moins de gens. Donc, on est sujet à avoir un peu plus de vitesse, un peu plus de vélocité dans l'amélioration. Par contre, pour soutenir, pour être sûr que les changements qu'on va faire vont coller puis vont être soutenus, il faut être sûr que les gens ont compris le nombre de ressources que ça allait prendre. Ça fait que c'est différent à ce point de vue-là. Puis, est-ce que tu serais prête à dire que lors du diagnostic initial, leur état initial est différent aussi au Québec? La plupart du temps, oui. Tu dirais qu'ils se distinguent parce que les grandes entreprises sont plus avancées ou les PME? Comment tu les distinguerais à leur état initial? Bien, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce que, tu sais, il y a le côté, quand l'entreprise est plus grande, forcément, il a bien fallu qu'elle se structure à un certain moment donné pour grossir. Par contre, je dirais la lourdeur, puis des fois, le côté traditionnel, le côté... il s'installe une certaine lenteur à prendre des décisions parfois dans les entreprises qui sont plus grandes, compte tenu de l'impact que ça cause. Fait que l'état d'esprit des gens, leur vitesse à réagir n'est pas la même parce que la culture à l'interne, les habitudes ne sont pas les mêmes. Dans une PME, ça va un peu plus vite, mais par contre, des fois, il y a un peu plus de panique. Oui. Ça change vite, mais ça change vite pour le mieux, puis des fois, pas pour mieux. le mieux. Fait que les gens, ils sont un peu plus surchargés en général dans les PME. Donc là, il faut leur donner des outils qui sont simples, qui ne vont pas trop alourdir, qui vont être rapides. Il faut ajuster le tir pour prendre des bouchées un peu plus petites à la fois. Okay. Je pense dans le scope du projet, dans la portée qu'on va établir d'un projet, là, il faut découper le projet correctement pour ne pas donner l'impression de surcharger les gens, puis vraiment qu'ils voient que ça va les alléger. Parce que c'est souvent ça le but. Oui, exact. Bien, c'est un peu notre même but, nous, avec le gym numérique. On s'est concentré sur une audience un peu plus PME, principalement parce que souvent, tu as moins de ressources à l'interne qui ont des expertises diverses. Puis tu l'as bien mentionné, dans une grande entreprise, les tâches sont plus séquencées, il y a plus de ressources, tout le monde a son expertise, sa spécialité, etc. Puis avec le gym numérique, on essaie de donner des conseils ou des outils simples qui peuvent être appliqués au quotidien afin de faciliter ou pas d'accélérer, mais d'optimiser les tâches qui sont déjà au quotidien au lieu de... On le voit beaucoup dans les PME, oui, ils prennent leurs décisions plus vite, mais ils sont aussi souvent en alerte pour éteindre des feux parce qu'ils ne prennent pas le temps de se poser un peu, mais ça fait partie de leur quotidien aussi d'être dans cet environnement. Plus d'impulsivité un petit peu dans les décisions. Puis... ce côté-là, le fait qu'ils n'ont pas toujours toutes les ressources, ça fait que des fois, ils vont s'étirer un petit peu à prendre des décisions en dehors de ce qu'ils connaissent. Ils vont prendre des risques un petit peu plus grands. Des fois, ça va donner des bons résultats. Parfois, il y aura avantage à prendre un petit peu de recul. Comme exact. Ou se faire accompagner par des personnes comme toi. Avant que tu ailles au sujet, j'en ai une petite dernière autour de la PME. Il y a un discours qui existe là, un peu dans l'univers de la transformation numérique puis de l'excellence opérationnelle qui dit que nos PME sont en retard, sont pas bonnes, sont... Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques ou est-ce que c'est quelque chose que tu adhères ou tu as une vision différente par rapport à ça? Je dirais que ça dépend des PME parce que c'est pas nécessairement une généralité. Mais souvent, c'est qu'ils vont avoir développé beaucoup quelque chose qui leur a servi au début. Puis il y a d'autres volets qui n'ont pas eu la chance d'approfondir, pour lesquels ils vont être un petit peu plus en retard. Ça dépend du background des gens qui ont créé l'entreprise beaucoup. Il y en a plusieurs dans les PME que c'est une personne qui faisait un métier, qui a fini par devenir entrepreneur de ce métier-là, mais le côté gestion, c'est pas ce que la personne a développé le plus. Donc, si elle s'est bien entourée, ça a bien progressé. Si c'est d'autres gens de métier qui l'ont entourée, à un moment donné, il y a une limite qui est rencontrée, puis là, ils ont vraiment besoin d'aide dans les éléments de gestion. Puis là, il y a un retard à rattraper. Il y en a beaucoup. C'est sûr que quand on est une petite équipe, on peut encore gérer avec un calepin et un cellulaire, puis jusqu'à un certain seuil, c'est tenable, disons ça comme ça. Mais passer un certain seuil de volume d'affaires, à un moment donné, ça prend des outils. Puis les clients s'attendent à ce que tu gères avec des outils, à ce que tu aies une certaine efficience, une efficacité. Ils s'attendent à discuter avec toi ou à échanger des documents d'une certaine nature. Puis là, ben, quand toi, tu es encore avec un pad au carbone, ça se peut que... mais on rit, hein, mais il y en a, là. J'en ai vu, moi. Ça fait que, qui sont encore complètement papier, là. Ça fait que, puis il y en a d'autres, des tout petites PME qui sont paperless puis qui sont déjà très, très, très numériques parce qu'ils maîtrisent bien ça, ils sont à l'aise avec la technologie puis ils comprennent très, très tôt que ça va leur servir. Ça dépend des gens, je dirais. Mais, tu sais, moi, dans les PME, ce que je me dis,
J'ai été chez Pratt & Whitney pendant un bon bout de temps. Il y avait plein d'outils, plein de spécialistes. Tout le monde avait sa tâche. C'était très avancé comme système opérationnel. Mais ces outils-là, ils sont tout autant valables pour les PME. C'est juste que les PME n'ont pas les ressources pour les utiliser toutes. Donc, le principe, c'est de dire, c'est quoi ma stratégie? C'est quoi les outils que j'ai besoin immédiatement pour servir ma stratégie? Puis après ça, j'en implanterai un autre. Puis après ça, un autre. Puis après ça, un autre. Il faut y aller avec plus de priorisation. Dans une PME, l'élément clé, c'est la priorisation des outils. T'sais, il faut être très soigné parce qu'on a des ressources plus limitées. Fait qu'il faut doublement bien choisir pour être sûr qu'on bâtit notre fondation d'une façon solide puis que progressivement, on s'améliore. Mais fait qu'en en même temps aussi, comme tu dis, la priorisation est vraiment plus importante, mais si on fait un pas de recul aussi, la stratégie est encore plus importante. Puis je pense que c'est quelque chose qui est négligé souvent de la part des PME, d'avoir une stratégie ou même une vision. Ils l'ont plus quotidiennement. Leur vision, c'est aujourd'hui, il faut que je finisse. Il faut que je livre ce produit-là. J'ai un client, je réagis en fonction de ce client-là, puis après ça, on verra. Bien, ils ont l'impression parfois aussi que s'ils définissent leur stratégie, ça va leur empêcher de saisir des opportunités. Il y en a beaucoup qui aiment l'adrénaline de pouvoir dire « Ah, ben là, il y a quelqu'un qui m'a approché, puis il y avait telle affaire à vendre, puis j'ai décidé de faire ça, puis j'aimais mieux faire ça que faire ça. » Puis ils aiment la latitude. Mais en même temps, tu te promènes en zigzag vraiment beaucoup. Fait que, de prendre le temps de faire la stratégie, c'est pas toujours de définir dans le détail qu'est-ce que tu vas faire quand. C'est de définir c'est quoi ton but. Où est-ce que tu veux te rendre? Après ça, comment tu vas saisir les opportunités, lesquelles tu vas filtrer, puis tu vas dire « celle-là, ça cadre moins avec ce que je voulais. Là, je suis en train de m'en aller dans le champ gauche. C'est peut-être pas une bonne idée. » Mais d'avoir fait au moins la réflexion pour se dire « Au fond, moi, je veux quoi? » là, puis épurer l'objectif de l'entreprise, pourquoi on l'a fondé, qu'est-ce qu'on veut faire au quotidien. Puis ça aide à plein de choses. Ça aide à prioriser, ça aide à recruter, ça aide à décider avec quel client on veut travailler au moins, tout ça. Mais tu as absolument raison. La première chose, c'est de définir sa stratégie. Puis ensuite, normalement, ça aligne les priorités. Oui, c'est ça. Si tu l'as fait puis que tu cibles bien ton but, normalement, après ça, tu mettrais tes priorités en fonction de ce qui te permet d'atteindre de plus en plus ton but. C'est un gros filtre. Oui, exact. La stratégie. On pose tout le temps cette question-là à nos invités, et on pense que ça va être très intéressant de la poser aussi. C'est quoi ta vision de l'industrie 4.0 ou encore de la transformation numérique, ou peu importe le terme que toi, tu fais référence? C'est quoi ta vision? Bien, pour moi, la transformation, tous les outils numériques, c'est des outils, justement. Les outils, ils doivent être là pour servir quoi? La stratégie de l'entreprise. Ça fait que ça revient exactement à la même chose que n'importe quelle sélection pour moi, de dire comment on place la stratégie ou la transformation numérique à l'intérieur de notre démarche d'entreprise. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a à faire puis du point de départ de où est-ce qu'on est. La transformation numérique, il faut qu'elle soit là pour être source d'efficience. Donc, c'est certain que des fois, on va se faire présenter des outils puis on va dire « Ah, wow, c'est vraiment intéressant, ça a l'air super hot. Est-ce que ça cadre avec ma stratégie? Est-ce que j'en ai besoin maintenant ou un peu plus tard? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que... » Je pense que ça fait partie, ça s'imbrique dans une démarche d'amélioration continue d'entreprise. Mais normalement, aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour s'alléger le travail, pour aller dépenser les ressources au bon endroit, que c'est une stratégie clé là, de venir mettre des outils numériques dans l'entreprise. Quand on en a parlé. Si je pouvais mettre quelque chose en gras, là, ça aurait été ce que tu viens de mentionner, là, que le numérique, c'est un outil, c'est pas un objectif. C'est pas une fin en soi. C'est ça, exactement. C'est pas une fin. On veut pas devenir numérique. On veut être capable d'utiliser le numérique pour aller plus loin dans ce qu'on veut accomplir. En plein ça. Oui, ça me plaît beaucoup. Ça revient à la stratégie. Si tu identifies bien ton but puis que le numérique est ton outil qui te permet d'atteindre ce but-là, absolument. Ben, tu vas puis tu fonces. Puis là, quand on s'est préparé à ce podcast-là, tu nous as dit... Tu sais, il y a des outils numériques, il y a plein d'options. Tu peux aussi utiliser ton plan numérique comme outil pour prioriser les outils dans le temps en fonction de ta stratégie puis de ton but. Puis tu avais dit après, pour moi, l'industrie 4.0, c'est vraiment le niveau au-dessus. C'est pas un but en soi, mais c'est aller maximiser les outils qui m'approchent de mon but de façon continue. Puis tu l'as bien dit, là, que c'est une approche d'amélioration continue. On en parle beaucoup dans le numérique que l'amélioration continue, c'est important parce que, en amont, premièrement, parce que tu optimises tes processus dans le but de savoir lequel processus est le plus déficitaire, puis lequel processus gagnerait le plus d'aller vers la technologie ou le numérique ou être revu entièrement. Mais
avec l'amélioration continue, on s'en est parlé, moi puis Jonathan, suite à notre préparation. Puis on s'est dit, il n'y a tellement pas de but en soi. Il n'y a pas de fin. C'est pas j'atteins une limite de mon infini. Exact, de mon amélioration continue. C'est je peux tout le temps pousser plus loin l'amélioration. Puis je pense que c'est comme ça que je trouve que c'est intéressant comment tu le présentes. La vision du 4.0, c'est aussi, il n'y a pas de fin en soi. C'est tout le temps en continu. Tu sais. C'est pire avec l'intelligence artificielle parce que ça vient d'ouvrir un pan d'amélioration qui se développe à une vitesse incroyable. Tu sais, mais est-ce qu'une entreprise qui n'a même pas des processus bien définis va se jeter dans dire ben là, le mot du jour, c'est l'intelligence artificielle, il faut que je trouve comment l'utiliser. Mais il ne faut pas trouver comment l'utiliser. Il faut regarder c'est quoi nos besoins, puis après ça, voir comment cet outil-là peut vraiment nous être bénéfique pour alléger nos besoins. C'est pas une fin en soi de dire moi, je veux absolument faire de l'intelligence artificielle dans mon entreprise. Mais ça, j'adore ça. J'adore ça. On a cette conversation-là à maintes reprises, moi et oui, Jonathan. Absolument. Est-ce que tu te fais appeler par des entreprises qui se font, on va dire, influencer par les tendances? Que tu te rends compte que c'est pas vraiment un besoin en soi de leur entreprise de, par exemple, d'aller vers l'intelligence artificielle demain matin, mais vu qu'ils en entendent parler, vu qu'il y a des subventions sur la question, ils se disent « go, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. » Tu sais, des fois, ça leur fait des remises en question parce qu'ils vont se dire, mettons, là, moi, nous autres, on l'utilise pas ou on devrait-tu, tu sais. Ça fait que c'est pas nécessairement méchant de créer cette réflexion-là puis de voir, est-ce qu'il y a des outils dans mon environnement que je connaissais pas, mais qui seraient vraiment utiles? Mm-hmm. La première question, c'est, ça serait utile à quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Oui, moi, je connaissais pas ça, mais dans le fond, quand je crée mes descriptions de tâches, si mes gens des ressources humaines faisaient un premier draft avec ChatGPT, ça pourrait être une bonne affaire, ça irait plus vite. Puis on pourrait peut-être même éviter de demander à quelqu'un à l'externe de le faire. On se ferait un premier draft qu'on réviserait à l'interne. Oui. Ben oui. Si tu connaissais pas ça, ça peut vraiment t'aider, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des choses du côté numérique où est-ce que les entreprises ont intérêt à faire de la veille. Il faut juste faire attention que la veille, elle ne t'amène pas à faire des projets du champ gauche, comme on disait tantôt, de dire parce que c'est la saveur du jour, je me mets à le faire, mais en réalité, il y a des choses plus prioritaires que j'aurais dû faire puis que je ne fais toujours pas. Mais de rester au courant, par contre, des outils numériques. Je pense que c'est souhaitable en étant un peu sage dans qu'est-ce qu'on lance comme projet à l'interne. Il y a un danger d'étourdir les ressources aussi à l'interne, de toujours mettre des projets. Puis là, les gens ils disent, on peut-tu en finir un avant d'en entreprendre un autre? C'est une bonne idée. Fait que c'est ça. Mesurer le progrès, s'assurer aussi de bien comprendre la capacité de nos gens là, à absorber les projets puis à les réaliser. Je pense que... Ah, bien, c'est sûr. Puis, en fait, moi, j'ai côtoyé une entreprise que j'ai aimé la définition qu'il avait amenée de la transformation numérique. Puis, je pense que ça touche plusieurs choses que tu amènes. Je serais curieux d'avoir ton avis sur la définition qu'ils ont amenée. C'est que, dans le fond, pour eux, la transformation numérique, c'est de l'amélioration continue avec des outils technologiques. Parfaitement. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Les outils que les gens développent sont pour être au service des entreprises, pour alléger des tâches qui seraient plus lourdes, puis pour aller plus vite, puis pour se donner. Fait que c'est purement un support à l'amélioration continue. Fait que oui, d'intégrer la technologie pour avoir de l'efficience, c'est tout à fait ça pour moi aussi. Puis je vais peut-être revenir un peu en arrière sur ce que Marie avait amené par rapport justement au goût du jour. Mm-hmm. Là, je vais peut-être sauter un peu du coq à l'âne, mais je ne veux pas perdre le sujet. Là. C'est une des saveurs qu'on a eues aussi dans les dernières années, c'est beaucoup les ERP, où il y a des entreprises qui se faisaient dire vous avez absolument besoin d'un ERP, vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'avez pas d'ERP. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes souvent d'emblée ou c'est quelque chose que... Le sujet de l'heure de je ne suis pas une spécialiste des systèmes informatiques, mais pour avoir vu beaucoup d'entreprises, ça prend un système de gestion. Est-ce que c'est un ERP? Est-ce que c'est une grosse base de données à laquelle plein d'API vont venir se connecter? Je ne le sais pas. La forme que ça prend, pour moi, là, ça évolue très, très vite, puis il y a plus qu'un modèle qui peut être positif. Le point, c'est qu'on a un système de comptabilité puis de gestion qui doit être connecté avec le reste. Si on veut avoir de l'efficience, il faut que les données soient connectées, il faut qu'on ait un fil numérique cohérent. Fait qu'on saisit des données, on essaie de les saisir rien qu'une fois,
Puis on essaye d'avoir suffisamment de données pour les exploiter intelligemment, pour comprendre nos chiffres, comprendre nos drivers d'amélioration, puis voir comment on peut se projeter dans le futur, analyser notre performance, puis prendre des décisions sur des données. Tu sais, avoir des décisions qui ne sont pas trop intuitives. Oui, l'intuition, on va tout le temps rendre. Je ne suis pas contre. Hein? C'est toujours là, ça vient nous aider. Par contre, quand on est capable au moins d'avoir tout un paquet de données pertinentes pour s'aiguiller puis se donner des outils, c'est important. Fait que pour moi, le système de gestion de l'entreprise, peu importe sa forme, il est très important. Mais puis quand on a un système en place puis qui ne nous permet pas pantoute de faire d'analyse, on est maximisé sur le niveau de détail qu'on est capable d'aller chercher. On a des champs qu'on n'est pas capable de modifier. Puis là, on est peinturé dans le coin, puis on s'est mis à se créer un paquet de bases de données à côté pour essayer de se comprendre, puis c'est pas interconnecté, il y a un risque d'erreur, toute l'équipe, bien là, il n'y a un pas de recul à prendre, il y a un plan numérique à faire, puis il y a une décision à prendre sur le système qu'on va utiliser pour que notre fil numérique soit continu. Je pense que ça, c'est l'élément qui était quand tu parles de bases de données externes, moi, j'entends juste les fameux fichiers Excel qui se créent à gauche puis à droite. Access. Avant, on utilisait, il y a une couple d'années, on utilisait beaucoup de bases de données Access. À ce temps, c'est des chiffriers Excel à pu finir. Il y a vraiment beaucoup de gens qui gèrent pratiquement leur entreprise au complet par Excel. Là, fait que ça se fait, mais ça demande beaucoup d'énergie. Puis c'est que tu te coupes la possibilité d'analyser plein de choses parce que ça devient trop laborieux. Et il y a un risque d'erreur important. Fait qu'à un moment donné, on frappe un seuil dans notre volume d'informations puis volume de transactions qui fait que là, il faut passer à un autre niveau. On va vous laisser pour une petite pause et on vous revient rapidement. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent qui vous souhaite une bonne écoute. Donc, nous sommes de retour avec Isabelle pour la deuxième partie de notre conversation. Et là, on a une question, c'est quasiment une question quiz, mais on est curieux d'entendre ta réponse. C'est quoi pour toi les préalables, les conditions gagnantes à la transformation numérique? Je vais me répéter et je vais dire que ça prend quand même une stratégie derrière. Je ne serais pas cohérente si je ne le répétais pas. Par la suite, c'est d'avoir un objectif clair, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut atteindre, puis d'avoir des processus d'affaires définis. Parce que on ne peut pas venir mettre un outil si on ne sait pas comme il faut qu'est-ce que c'est notre processus. Sinon, on va adopter le processus qui est déjà imbriqué dans l'outil. Ça ne veut pas dire qu'il nous convient. Fait qu'il faut avoir fait l'exercice de comprendre c'est quoi nos processus d'affaires, avoir défini les principaux, puis ensuite s'assurer d'être capable de comparer comment l'outil est bâti. Est-ce que ça va bien servir mon processus? Ça arrive qu'il y a des adaptations quand on veut avoir, par exemple, un logiciel puis utiliser la version vanille, des fois, on va se dire, peut-être que leur processus est un peu meilleur que le mien. Ils se sont basés sur les meilleures pratiques de l'industrie. Ça peut arriver qu'on accepte d'adapter des choses dans l'entreprise, mais il faut au moins avoir défini c'est quoi nos processus d'affaires. Puis après ça, il faut avoir bien compris quel temps ça va prendre, puis il faut être capable de dégager des ressources. Si on entreprend une démarche numérique et qu'on n'a pas de ressources qu'on est capable de dégager, ça ne sera pas un succès. Ce serait pas mal ça. Oui, bien, avant de donner les réponses à Marie, parce que dans le fond, ça a été en partie les travaux de recherche de Marie qu'elle a fait dans sa maîtrise, mais je veux juste revenir sur une entreprise qu'on a reçue ici au podcast qui disait justement qu'eux, ils ont fait une transition de leur vieil ERP vers un nouveau ERP cloud. Donc, c'était quand même un projet risqué. Et eux, une des façons qu'ils ont trouvé de dérisquer ça, c'est de prendre la solution le plus telle qu'elle possible au départ. Mm-hmm. Ça a fait en sorte, puis là, c'est rare qu'on attende ça, là, ça a été un succès en 9 mois. Mm-hmm. Ça a pris 9 mois à faire la transition à partir du moment qu'ils ont créé l'équipe dédiée jusqu'au Go Live fonctionnel. Ça a pris 9 mois. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était un bel exemple de ce que tu viens d'amener, là, de justement, des fois, ça peut être intéressant de se coller sur le processus de l'outil si ça convient. Là. C'est ça. Il y a des industries pour lesquelles il y a des logiciels qui ont été vraiment bien bâtis, tu sais. Puis que quand ça fit tout à fait avec ce que tu fais, puis que ça a été monté pour toi, dans le fond, pour ton type d'industrie, bien là, de venir s'adapter un peu pour éviter d'avoir des personnalisations. Parce que les personnalisations de logiciels, ça fait toujours en sorte que quand il y a des updates, quand il y a des mises à jour, on est un petit peu plus à risque que ça ne marche plus. Bon, des fois, on n'a pas le choix, mais minimiser les personnalisations, on l'entend tout le temps, là, que quand c'est possible, c'est vraiment plus durable comme solution.
je pense que ça, c'est un mot-clé, là, dire on utilise la solution vanille le plus possible. Là, on l'entend souvent. Je pense que c'est important aussi. Si on est obligé de trop faire de personnalisation, c'est peut-être mieux de chercher un autre logiciel. Ou en tout cas, il faut se poser des questions. Parce ça que va être plus exigeant pour la suite. quand on personnalise un logiciel, on vient comme s'attacher à notre développeur. Tu sais. Ouais, aussi. Ça enlève un peu d'autonomie. Puis on l'a mentionné au début du podcast que le but de faire un projet avec un accompagnateur externe, etc., c'est à la fin d'être autonome avec la solution, là, puis avec les capacités transmises. Il y a un côté robustesse aussi à ça. Parce que quand quelqu'un développe quelque chose juste pour toi, c'est sûr que le niveau de test qui va avoir été fait n'est peut-être pas aussi grand que quand ça a été testé pour une industrie, par exemple, ou quand ça a été testé avec 12 autres clients, puis que ça fait 1 an que ça roule, ou 2 ans ou plus que ça roule. Quand ils viennent juste de le développer pour toi, est-ce que ça va vraiment être robuste? Il faut s'en assurer, en tout cas. Là. On disait que c'était une question quiz, les préalables, parce qu'effectivement, j'ai fait ma maîtrise sur c'était quoi les préalables à la transformation numérique qui vont aider le succès et la performance de l'entreprise dans leur processus. Moi, je basais mon étude sur la statistique qui dit qu'il y a 70% des projets technologiques qui vivent un échec. Là, c'est une étude qui date quand même, mais que quand on parle au commun des mortels, tout le monde est quand même satisfait de dire que c'est un très grand pourcentage versus les succès. Je t'en nomme quelques-uns, puis tu me diras qu'est-ce que tu penses de ces préalables-là. On avait l'amélioration continue, bien sûr. On avait aussi tout ce qui a trait à l'humain, la connaissance, l'expertise de tes employés, oui, aussi des gestionnaires. La stratégie, elle, tu l'as nommée. On n'est pas surpris parce que ça fait partie vraiment de ton identité. On a aussi les outils d'agilité. On vient jouer avec le mot standardisation que tu as mentionné plus tôt. On a aussi tout ce qui a trait à l'accessibilité aux données. Tu le dis souvent, il faut que mon fil numérique il soit continu, donc ça vient un peu avec. Fait que tu en as nommé plusieurs dans ton discours sans répondre à la question avec ces préalables-là. On a aussi tout ce qui a trait à la capacité financière. Tu as tout à fait raison. C'est un gros morceau. Puis là, on en a plusieurs autres qu'on a mis dans notre série Active ta transformation qui est disponible sur YouTube. Mais qu'est-ce que tu penses de ces préalables-là? Ouais. Écoute, le premier qui m'a popé quand tu l'as dit, c'est la formation des gens. Puis je pense que ça, tu as tout à fait raison parce que venir implanter quelque chose avec des gens qui ont très peu travaillé avec des ordinateurs, ça arrive. Là, il y en a des équipes qui ont beaucoup moins travaillé. Bien là, ta marche à monter est beaucoup plus haute. Fait que là, ta préparation dans l'implantation, elle va être plus laborieuse. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un succès. Ça veut juste dire qu'il faut que tu en tiennes compte d'où est-ce que tu prends tes gens puis où est-ce que tu as besoin de les amener. Puis ensuite, la migration des données, c'est une des étapes du projet. Mais comment on va s'y prendre, il faut aussi l'anticiper. Parce qu'on a des... C'est pas vrai que l'entreprise a 0 système. Elle a toujours un certain système. Est-ce que les données se transfèrent ou non? Est-ce qu'on a un ménage à faire dans les données? Pour moi, le ménage des données, c'est comme le ménage d'un processus. Là. Exact. Ça vient ensemble. Il faut avoir enlevé ce qui est pas pertinent. Il faut avoir choisi qu'est-ce qu'on va vouloir rentrer pour pouvoir démarrer la roue avec le nouveau logiciel. Fait que oui, c'est toutes des choses pertinentes. Je suis bien d'accord avec toi. Je me rappelle, dans une de nos capsules, Jonathan avait utilisé un exemple pour les données, là, de dire on a collecté énormément de données à travers les 10 dernières années. Puis là, on se dit, on les a, nos données, on va faire quelque chose avec, pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas de procédure pour entrer la donnée. Fait qu'il y a du monde qui ont rentré la date en texte, du monde qui l'ont rentré en année, jour, mois, l'autre mois, jour, année. Tout pas utilisable. 10 ans de prise de données non utilisables. Fait que là, on a là. Oui, exactement. Fait que ça a passé d'un projet de on veut faire des modèles de prédiction avec l'intelligence artificielle à on va peut-être repenser notre application mobile de prise de données. C'est un petit peu moins sexy. Tu sais, ça revient toujours à dire, il faut avoir pensé à ce qu'on veut faire avec. Exact. Quand on a défini notre stratégie, on sait qu'est-ce qu'on veut faire avec, bien là, on le pense en conséquence. Oui. Et ça revient à la stratégie. Ça n'a pas là, été pensé pour ça au départ. Si tu prends... Puis moi, dans mon étude de recherche, c'est vraiment ça qui est ressorti, c'est beau l'accessibilité aux données si tu sais quelles données que tu es supposé être en train de collecter puis pourquoi tu vas les utiliser. Mais si tu les collectes pour les collecter, t'es quasiment mieux de ne pas perdre de temps à les collecter. C'est sûr qu'avec l'ère du numérique qui s'en vient, tu vas avoir besoin de données parce que sinon, tu vas faire quoi des technologies qui gèrent les données? Mais si tu es pour cumuler des données poubelles qu'on appelle, tu perds du temps, là, tu sais. Tu perds du temps, puis ça occupe de l'espace dans les systèmes de données, puis tout le kit. Au bout du compte, ça a fini par coûter de l'argent. Mais oui. Ça fait que
Fait que choisir, c'est vrai que maintenant, on fait un usage différent des données. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant qu'on ne faisait pas il y a 5 ans ou il y a 7 ans. Mais il y avait toujours une nécessité de dire, je veux analyser ma business, puis je vais être capable de prendre des décisions basées sur des données. Ça existait pareil, même si on ne pouvait pas les exploiter puis les analyser aussi finement que maintenant, pour faire des projections aussi bonnes que maintenant. Il y avait quand même une nécessité de mettre de l'intelligence d'affaires dans notre quotidien. Oui. Puis, je veux juste faire un pont. Tantôt, tu as parlé de la formation, de la connaissance, de la formation. Puis là, je pense que ça vient sur le radar de tout le monde. Le STIC en parle. Le Conseil de l'innovation en a parlé. Il y a eu aussi le regroupement des organismes de formation du Québec qui en ont parlé. Mais il y a un autre enjeu aussi qui me vient par rapport à ça, puis je ne sais pas si tu l'as vécu ou si tu as été en contact avec, c'est qu'il y a une masse critique de gens dans l'industrie qui vont prendre leur retraite puis qui partent avec un bagage de connaissances. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Puis comment les entreprises peuvent trouver des façons de transférer ces connaissances-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Bien, si on parle de connaissances techniques spécifiques aux entreprises, c'est sûr que plus les gens sont dans des domaines pointus pour lesquels, des fois, il n'y a pas nécessairement d'école. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas tant d'école parce que c'est trop spécifique à l'entreprise. Bien, parmi les choses que j'ai vues, c'est que des gens qui vont essayer de garder ces employés-là à temps partiel, un certain temps, le temps de faire du mentorat, de faire de l'accompagnement aux autres. Comment capturer l'information puis en faire une formation? J'ai pas vu récemment des gens qui faisaient il n'y avait peut-être pas tant ce contexte-là directement, mais de commencer à faire des capsules, mettons, dans les logiciels, qu'est-ce qu'on voit beaucoup avec la facilité de faire des vidéos maintenant, il y a de plus en plus de capsules de formation toutes courtes qui sont faites pour des formations à la tâche. Puis là, à ce moment-là, des fois, c'est possible d'aller chercher les connaissances spécifiques des gens qui sont seniors, puis d'aller faire des capsules sans avoir besoin d'avoir une connaissance technologique importante. Ça, j'ai vu plusieurs outils que les compagnies commencent à utiliser pour se faire des petites formations de partage d'informations à l'interne. Je pense que ça pourrait servir cette réalité-là. Mais de garder ce que j'ai vu, c'est que les gens essayaient d'étirer leurs ressources pour être capables de faire le partage d'informations. Du monde. Moi, j'ai vu un superviseur de production, là, il y a 74 ans. Et boy! Lui, il dit, j'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Ouais. Nous autres, on a regardé le directeur après, puis on était comme, ça peut arriver n'importe quand, là. Exactement. Mais si ces gens-là ont suivi l'évolution technologique, puis qui ont encore tout leur bagage, puis qui ont suivi l'évolution, ben ils sont aussi fonctionnels. Là. Ils peuvent rester jusqu'à 80, puis c'est bien correct comme ça. C'est juste qu'on espère que les gens ont pris le temps de trouver une façon d'un petit peu capturer leur savoir, puis d'être capable de le transmettre à d'autres comme il faut. S'il est en supervision, sûrement qu'il est capable de le faire. Là, mais, oui. Ouais. Pour clore sur le sujet des préalables, dans notre série Active notre transformation, on avait un volet vraiment fondation. C'est quoi qui s'assure que tu as une base solide pour construire quelque chose qui va se maintenir dans le temps? Puis, on ne peut pas passer sous silence la culture du changement. Toi, dans les entreprises que tu accompagnes, etc., est-ce que tu as une approche pour mobiliser les gens, les impliquer, etc., pour réduire peut-être la résistance au changement puis aller gagner de leur aide, finalement? Mm-hmm. Pour moi, la résistance au changement, souvent, ça va arriver quand les gens ne comprennent pas bien pourquoi il faut qu'ils changent. Fait que c'est toute une stratégie de communication, c'est beaucoup, beaucoup basé là-dessus. Ça fait que expliquer comme il faut pourquoi on fait ça, dans quel objectif. Les gens, la plupart du temps, la résistance va réduire, le flow va embarquer quand ils comprennent pourquoi, quand ils sont dans un environnement où est-ce qu'il y a une certaine sécurité psychologique, parce que le changement amène une possibilité d'erreur puis ils ne veulent pas avoir des reproches. Mm-hmm. Donc, les gens, quand ils maîtrisent quelque chose puis que là, tu leur demandes de changer, ils prennent un risque puis ils ne veulent pas avoir des reproches. Fait que ça prend une certaine sécurité psychologique pour dire j'ai droit à l'erreur dans la période de changement. Mm-hmm. Puis ensuite, bien, ça prend des boucles de rétroaction régulières pour s'ajuster, pour être capable de comprendre les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, puis apporter des correctifs. Mais mettre la table au début, je dis mettre la table, j'ai un petit penchant pour les nappes de mon côté avec mon entreprise. On fait de la publicité partout. Non, je dis mettre la table, tu sais, l'introduction du projet est vraiment importante.
Donc, d'asseoir les gens, de comprendre la démarche, d'expliquer dans quelle stratégie ça s'inscrit, pourquoi on fait ça, comment ça va se faire, sur quel échéancier de temps, que les gens soient capables de comprendre la démarche comme il faut, puis ensuite de comprendre individuellement ça va être quoi leur rôle, qu'est-ce qu'ils vont devoir apporter, qu'est-ce que ça va changer pour eux, c'est quoi les avantages. Puis quand tu veux dire mettre la table, moi j'entends beaucoup aussi mettre la table au bon moment. Tu mets pas la table quand finalement tout le monde a mangé sa portion au niveau de la direction. Non. Tu mets la table au début, tu sais. Je pense que tu rajoutes des chances de succès à ton projet si les gens se sont sentis impliqués au début, là, tu sais. Quand tu les mets devant le fait accompli, puis tu dans le fond, tu pousses la pilule dans le fond de la gorge, c'est moins intéressant. Quand les gens voient venir, dire, bon, ben là, on a des enjeux à tel niveau, ou bien de dire, ce projet-là répond à des enjeux que vous avez déjà soulevés. Mm-hmm. Vous nous avez dit que telle chose allait moins bien. On en a discuté, on a pensé faire tel projet, puis là, ben on va commencer à le travailler ensemble. Voici ce qu'on a pensé comme échéancier. Vous autres, vous en pensez quoi? Tu sais, qu'il y ait au moins une rétroaction, qu'il y ait une possibilité de participer. Ça fait que c'est tous des éléments qui viennent donner une cohérence dans la tête des gens, de dire, ah, bien, c'est logique. T'sais. Parce que, puis quand on ne répond pas aux questions, puis qu'on fait juste donner des instructions, les gens ont quand même des questions, puis ils vont y répondre par eux-mêmes. Ouais. On ne laisse pas des blancs dans notre tête. Hein. Quand on a une question, puis qu'on suppose, par exemple, l'intention des managers, c'est ça, ils veulent couper des postes, puis ils vont mettre tel outil, puis ils vont vouloir sauver des sous, n'importe quoi. T'sais. Quand on dit clairement c'est quoi nos intentions, ça évite que les gens en supposent. Mm-hmm. Puis qui ne sont pas toujours favorables parce que souvent, ça vient de nos peurs ou de nos appréhensions. Ça fait que ça, c'est un point que moi, je trouve que ça facilite beaucoup le travail. Puis ça, c'est une situation que j'ai vécue personnellement, mais à plusieurs reprises même. Les gens ne sont pas dupes non plus. Tu sais, tu parles de communiquer le changement puis d'aller chercher la rétroaction, mais il ne faut pas faire sentir non plus aux employés que c'est déjà canné. Là. Mm-hmm. On vous partage, on vous écoute, mais dans le fond, même si vous nous dites, peu importe ce que vous nous dites, il n'y en aura pas de changement parce que nous, c'est déjà tout décidé, c'est déjà tout choisi. On est juste là pour vous convaincre, finalement. Ouais. C'est de faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là parce que moi, je l'ai vécu puis ça n'a pas donné des bons résultats au final parce que les gens se sont pas nécessairement sentis vraiment écoutés, puis ça peut mener même, j'ai vécu du sabotage là, de système là, dans ce cas-là. Là. Fait que, tu sais, c'est une question de transparence, hein? C'est parce que si on fait semblant qu'on va chercher du feedback juste pour dire qu'on a coché la case de « j'ai demandé du feedback », mais qu'en réalité, on ne s'en servira pas, tu sais, vaut mieux à ce moment-là de dire « bien, ce système-là a été choisi, on vous explique pourquoi ». Puis on va de l'avant à partir de telle date. Là où est-ce qu'on va avoir besoin de vous, c'est à telle place. Puis on aura la possibilité d'ajuster telle chose. Fait que comprendre, expliquer comme il faut, c'est quoi la latitude réelle qu'on laisse. Puis si on n'en laisse pas, bien, il faut expliquer pourquoi, au moins. Oui. C'est la moindre des choses. Avoir du respect pour l'intelligence des gens, puis pour leur tu dis, les gens ne sont pas dupes. Effectivement, les gens sont intelligents. Fait qu'ils vont s'en poser des questions, puis ils vont en avoir des réflexions. Fait que vaut mieux vraiment... Être transparent. Pour moi, la transparence, c'est un gage de... En tout cas, peut-être pas toujours de succès à tous les points de vue, mais c'est un gage de meilleur fonctionnement d'équipe, définitivement. Ce qui ouvre notre... Oui, je m'en allais exactement là. On s'en va exactement à la même place, moi et Marie. Là. Tu l'as mentionné que tu étais une passionnée du développement personnel, de l'équipe, de réussir à faire travailler une équipe ensemble à pleine capacité. Peux-tu nous donner des pistes de solutions pour qu'une équipe apprenne à bien travailler ensemble? Bien, la première chose que je vois souvent, c'est que quand il n'y a pas de rythme de communication d'installer avec des forums spécifiques pour poser des questions puis pour régler des choses, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de one-on-one, il y a beaucoup de meetings de corridor, puis qu'au bout du compte, on n'a pas une stratégie qui est concertée. On n'a pas une façon de travailler qui est concertée. Ça fait ça nuit, ça crée plus de résistance que d'autres choses. Fait que pour avoir du flow, tu sais, moi, j'ai suivi la formation, j'ai été dans une entreprise où est-ce qu'on avait une coach Gazelle. J'ai beaucoup aimé tout le volet de la stratégie Scaling Up à propos de la communication rythmée. Je l'ai implanté moi-même dans une entreprise, je l'ai vécu. Donc, tous les matins, on avait un meeting, 1 minute par personne. On disait notre bonne nouvelle, notre priorité de la journée, puis
notre embûche de la journée pour laquelle on avait peut-être besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Une fois par semaine, on faisait changer un petit peu on va dire l'altitude de ce meeting-là, où est-ce qu'on regardait la semaine dernière, la semaine suivante. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine suivante, qu'est-ce qui s'en vient? On est-tu aligné à nos résultats, etc. Une fois par mois, on changeait encore le modèle de meeting. Mais ce rythme-là faisait en sorte qu'on avait toujours un forum pour aller se parler puis dire nos affaires. Puis on pense que ça ajoute des meetings. En réalité, ça en enlève. Parce que ça enlève d'autres meetings qui sont un peu moins efficaces. Moi, j'y crois vraiment beaucoup à dire on se fait une structure de communication qui répond aux besoins, mais on la tient d'une façon vraiment rigoureuse. Ouais. Moi, la rigueur des communications est un très, très bon filon. Moi, j'ai vécu ça dans des méthodologies agiles, en développement logiciel, Scrum. puis entre autres le Scrum. Mais ce qu'on faisait, c'est justement un petit Scrum meeting à tous les matins. Ça durait 15 minutes. Puis c'était toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que tu as accompli hier? Qu'est-ce que tu penses accomplir aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est tes embûches pour que tu puisses progresser? Puis souvent, ça a amené des solutions. Et là, j'ai une question. Tu as intégré quelque chose de nouveau que c'est la première fois que j'entends parler. Une coach gazelle. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi, j'imagine la fille du club social qui donne des cours de yoga, puis toute énervée, puis qui dit « Ah, on fait ça! » C'est quoi exactement? Bien ça, il y a des coachs gazelles, je pense, un peu partout dans le monde, mais c'est des gens qui ont étudié, un paquet d'entreprises qui avaient vécu plusieurs cycles d'hypercroissance. En fait, c'est tout basé sur la gestion de l'hypercroissance. OK. Et ils ont étudié des compagnies qui avaient passé avec succès plus qu'un cycle d'hypercroissance. Et ils ont soutiré de ça, c'est quoi les meilleures pratiques d'affaires que ces gens-là partageaient. Puis, fait qu'il y avait 4 piliers, le côté humain, le côté liquidité, le côté stratégie et le côté exécution. Et à travers ça, ils font la promotion vraiment du principe de communication rythmée. Donc, il y a un livre intéressant qui s'appelle le livre Scaling Up, que moi, je m'en sers de référence très régulièrement. Et puis, il parle de ce côté-là. Pour gérer le côté humain, pour être capable d'avoir une vitesse, puis un partage d'informations qui soit rapide, une prise de décision qui soit agile et fluide, c'est un super bon outil. Fait que, voilà. Hein, c'est bien. Je trouve ça intéressant. Coach Gazelle. Ouais. Coach Gazelle. Il y en a quelques-uns et quelques-unes au Québec. Moi, je ne suis pas certifiée coach Okay. Gazelle, mais j'ai été coachée par une coach Gazelle. Fait que forcément, j'utilise une couple de principes sans utiliser la méthode complète. C'est bon. Là, tu as parlé de les liens de communication, je ne me rappelle plus du terme exact. Là. Communication rythmée, oui. Oui. Oui, qui était comme une piste de solution à bien travailler ensemble. Est-ce que tu as d'autres solutions à offrir aux gens qui nous écoutent à la maison? Bien, une autre technique qui est intéressante, c'est celle des objectifs et résultats clés. Ça fait que vraiment, à chaque fois, quand on a un projet, on définit c'est quoi nos objectifs, puis comment on va faire pour dire qu'on atteint nos objectifs. Ça a l'air drôle à dire, mais des fois, on va énoncer un objectif, mais il n'est pas nécessairement mesurable, ou des fois, ça peut être plus qualitatif. Mais de se dire, bien, c'est quoi mon objectif, puis comment je vais faire pour me confirmer que j'ai réussi. Sur quoi je vais me mesurer? Ça peut être une date pour avoir complété une étape. Ça peut être un pourcentage qu'on veut atteindre. Ça peut être des revenus. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais de se fixer ça. Puis après ça, évidemment, rôle et responsabilité, puis suivi des dates. Mais procéder toujours avec la méthode OKR, ça aide à encadrer les choses. Parce que ce que je vois souvent aussi, c'est qu'on a plein d'initiatives. Beaucoup d'initiatives à la fois. On fait des meetings de progression, mais on ne close pas. On finit le meeting, on a parlé de choses, mais on n'a pas nécessairement décidé. Ouais. On n'a pas encadré ça par un objectif. On n'a pas précisé, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'attendait, puis quand est-ce qu'on va être satisfait de l'achèvement. Ça fait que ça aide à dire, OK, bien, à la fin du meeting, il faut avoir encadré ça, puis il faut s'être mis des dates, puis il faut avoir coché à côté. Là, oui. Pour être sûr qu'on a tous la même compréhension de on a fini, on n'a pas fini, on est assez avancé, on est satisfait du programme, on n'est pas satisfait dans notre mesure. Fait que les outils d'OKR, c'est très bien, je trouve, comme méthode. Génial. Moi, en fait, quand je sors d'une rencontre puis que j'ai pas de point d'action ou que j'ai rien, je ressors d'une rencontre avec aucune tâche à accomplir, je
me dis tout le temps pourquoi j'étais là. Exact. Ça arrive souvent, là, mais c'est ça. L'autre chose que j'ajouterais à ça, c'est que maintenant, avec les outils collaboratifs, là, il y a tellement de choses qu'on peut faire qui peuvent nous sauver des meetings, bien des fois, Oui. parce que des fois, on fait un meeting pour savoir si tout le monde a fait ses tâches. On avait juste à se faire une liste, puis les gens, quand ils l'ont fini, tout le monde reçoit. Tout le monde peut aller voir et avoir un courriel. Fait que d'exploiter les outils collaboratifs qui nous ajoutent de la vitesse dans le partage d'informations de qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. C'est une bonne pratique. C'est super accessible aujourd'hui avec la suite Microsoft 365 ou d'autres outils de Google. Il y en a plein. Mais d'exploiter les outils collaboratifs, de se faire un meeting d'équipe et de créer du momentum, dans le fond. Mm-hmm. Parce que l'idée, c'est ça. C'est qu'il faut avoir un beat pour être capable de dire le projet, on le nourrit, on lui donne un rythme, puis on se fait des suivis réguliers. Fait que la méthode de communication, l'outil de suivi, les objectifs clairs avec des méthodes de mesure de succès, je pense que c'est 3 choses intéressantes. Là, je vais peut-être aller un peu champ gauche. J'ai hâte de voir ton opinion là-dessus. Moi, il y a quelque chose que j'ai vécu beaucoup puis qui est même documenté. Moi, c'est ce que j'appelle les 2 solitudes entre l'univers des technologies de l'information puis l'univers de l'administration. Puis là, c'est peut-être plus dans les moyennes et les grandes entreprises. Dans le sens que d'un côté, tu as l'administration qui disent l'informatique ne comprenne pas qu'est-ce qu'on veut. Puis tu as l'informatique ou les TI de l'autre bord qui disent du côté de l'administration, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Puis est-ce que tu as des pistes de solutions pour trouver une façon d'unir ces 2 solitudes-là? Là? Bien, moi, je pense que souvent, c'est parce qu'ils ne se parlent pas assez en continu. Là, il faut vraiment voir l'informatique comme un outil de gestion. Je pense qu'il y a tellement d'outils de gestion, mais il faut informer l'informatique de où est-ce qu'on s'en va puis de qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour leur laisser le temps, des fois, d'aller chercher la bonne application. Moi, ce que j'ai vécu beaucoup, c'est que quand on va voir le gars de l'informatique, il dit toujours non. Oui, c'est exactement ça. On voudrait faire telle affaire. Non, ça Première réponse, non. Mais en réalité, c'est parce que des fois, on ne voit pas toute la complexité qu'il y a derrière de venir attacher les fils ensemble pour être sûr que le nouveau système ou la nouveauté qu'on demande ou la modification, qu'est-ce que ça implique. Quand on est gestionnaire, on ne le voit pas toujours. Puis de l'autre côté, les autres, ils se font tellement solliciter pour avoir toutes sortes de choses qu'ils se disent... Il y a un gars de l'informatique qui m'a vraiment dit ça. Il dit, moi, là, dans le fond, là, quand que je dis non, c'est parce que la personne qui veut vraiment, vraiment le changement, elle va revenir. Puis elle va insister. Et ceux que c'est un nice to have, eux autres, ils ne reviendront pas. Fait que moi, c'est une façon pour moi de diminuer la charge parce que si je disais oui à tout le monde, je passerais mon temps à changer le système tout le temps. Fait que moi, la première affaire, c'est non. Puis là, la personne, si elle vient vraiment, vraiment me convaincre, c'est parce que c'était absolument nécessaire. Fait que je pense que c'est ça. Comme demandeur, on ne comprend pas toujours la complexité de ce qu'on demande. Puis eux comprennent. Et en fait, ils se sont fait échauder souvent. Ils ont fait plein de choses que les gens n'ont pas toujours utilisées au final. Fait qu'eux autres, ils ont dépensé beaucoup de temps puis ont complexifié leur système pour des besoins qui n'étaient peut-être pas réels. Fait qu'ils retournent la balle. Ils retournent la balle au gestionnaire de dire, fais ton business case, là, vérifie que c'est vraiment ça que tu veux puis que tu en as absolument besoin. Ou, non, j'ai besoin de l'approbation de ton patron. Ouais. Pour qu'ils disent que moi, je fais vraiment passer des ressources là-dessus. Fait que je pense qu'il y a un petit peu de ça. Fait qu'on revient au point de la communication est la clé Absolument. des succès. On va prendre une dernière petite pause puis on vous revient rapidement. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent et vous souhaite une bonne écoute. Donc, nous voilà de retour avec Isabelle. Et juste avant, là, on a parlé justement de l'unification des 2 solitudes entre les TI et l'administration. Mais maintenant, on va retourner peut-être un peu plus avec ton approche puis ton côté développement personnel là, que tu amènes dans ton travail. Donc, en sachant que c'est important pour toi, comment tu intègres ce concept-là dans ton approche? Je dirais que ça va teinter le côté coaching de direction. Tout ce que je fais en croissance personnelle, pour moi, des fois, je me dis, j'ai envie de partager ces trucs-là avec d'autres. Ça va servir à plein de choses, entre autres, à être capable de tolérer le stress ou à, en fait, désamorcer des choses que, normalement, ça viendrait nous créer beaucoup, beaucoup de stress. Désamorcer, des fois, certains conflits. Parce que il y a beaucoup de choses qui viennent du fait que les gens, ils vont se dire, telle personne n'a pas compris ou telle personne, elle veut jamais ci ou elle veut jamais ça. Ou des fois, on va prêter des intentions qui sont pas très bonnes à d'autres personnes, puis là, ça crée tout un paquet de distorsions. Fait que, toujours dans la perspective de se dire, quand les gens, ils rentrent le matin, mettons, je suis superviseur ou je suis directeur, puis les gens, ils rentrent le matin, puis ils font pas le travail comme je m'attendrais à ce qu'ils le fassent,
c'est pas parce qu'ils sont rentrés pour dire « Regarde bien ça, je vais mal travailler aujourd'hui ». C'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les dérange, c'est parce qu'ils ont une perspective différente. Fait que d'aller dénouer ça, d'aller dire qu'est-ce qui fait qu'on ne travaille pas dans le sens qu'on s'était donné comme objectif, ou qu'est-ce qui fait que tu ne suis pas les directives, ou que tu travailles différemment, ou que tu accordes une priorité qui n'est pas tout à fait la bonne à ce que je t'ai demandé. D'aller poser des questions pour qu'on comprenne, dans le fond, la personne, qu'est-ce qu'elle avait mal compris, qu'est-ce qui la motive. Dans le fond, on a toujours une motivation pour travailler d'une façon. Qu'est-ce qui la motive à travailler comme elle le fait plutôt que comme on lui a demandé. Puis là, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher la cause fondamentale puis d'aligner les ressources vers le même objectif. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est être capable d'aller sentir où est-ce que les gens ils sont rendus un peu puis de dire, bien, j'ai proposé une approche, je vois que ça colle, on a une bonne vitesse, on est capable d'accélérer, parfait. Je vois que non, on dirait qu'il y a des choses qui accrochent. Bien, OK, on prend une pause, on se recule, puis on regarde au niveau humain, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Puis de prendre cet élément-là en considération dans notre décision, pas juste le volet technique. Le volet technique, on n'a pas le choix de le comprendre, puis c'est ça qu'on gère en réalité la plupart du temps. Mais d'aller regarder la dimension humaine, qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qui fait que des fois, certains ont de la misère à communiquer ensemble et on dirait qu'ils ne sont pas sur la même planète. Là, comment les réunir? Essayer de voir. J'ai écrit un post il n'y a pas longtemps, puis je disais, tout le monde, on a notre perspective, on a notre angle de vue. Puis les gens ont des angles de vue tout différents dans l'entreprise, mais il y en a un en quelque part dans la direction qu'il faut qu'il couvre un petit peu tous les angles puis qu'il soit capable là, d'aligner les ressources. Bien, c'est d'aider les dirigeants à avoir cette vision globale-là puis d'aller comprendre l'angle de vue de leurs différents départements puis d'aller venir voir comment on fait pour compléter ça, comment on fait pour amener les angles, peut-être les angles morts de certains départements. Il y a des gens qui vont avoir des profils. Je sais que vous avez interviewé Marie-Lie de chez Coefficient RH il n'y a pas longtemps. Bien, il y a des départements qui sont très, très techniques. Les gens, ils vont être bleus, ils vont être verts, ils vont être peut-être un peu moins jaunes, un peu moins rouges. Bien, la façon de s'adapter pour communiquer avec ces gens-là, qu'est-ce qui va être leur moteur qui va les motiver versus qu'est-ce qui va plutôt les freiner. Quand on le prend en considération, on fait une grosse, grosse différence dans la manière de gérer les gens puis d'aller réussir à avoir de la performance. Fait que c'est pas tout un ou tout l'autre. Hein. Je pense qu'il faut amener le côté humain, le côté comment on apprend, comment on est motivé, comment on aime communiquer. Il faut en tenir compte puis s'ajuster. Comme gestionnaire, si on s'ajuste, on fait une grosse différence. Fait que si on résume un peu ce que tu dis pour les entreprises, ça serait de prendre le temps de considérer l'humain en plus du technique. Parce que le technique, on le considère, tu l'as dit, mais l'humain, mais pas l'humain comme étant un être fixe, mais l'humain en étant des personnalités diverses en travers tes employés pour être sûr que l'approche que tu vas prendre avec Isabelle ou avec Jonathan est différente selon la personne avec qui tu discutes et la personne selon ses incertitudes, ses inquiétudes, etc. Fait que de prendre le temps de savoir que ton équipe, ton succès, c'est des humains divers. Mm-hmm. Bien, le succès d'un gestionnaire, il va beaucoup passer à comment il va réussir à faire travailler son équipe ensemble. Puis pour faire travailler ton équipe ensemble, alignée vers un objectif, il faut que tu les connaisses, il faut que tu connectes avec eux autres, puis il faut que tu t'ajustes, puis il faut que tu les aides des fois, eux, à s'ajuster aussi à ce que tu leur demandes. Si tu ne prends pas ce facteur-là en considération, à moins d'avoir tous des gens qui pensent comme toi, là, ça va être très difficile. Puis là, vu que tu as fait référence à Marie-Lie, je me permets aussi la référence. Elle l'a dit, elle dit, tu fais un meeting, puis là, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a compris la même objectif ou la même priorité ou la même l'amplitude du projet. Puis là, ils partent tous de ce meeting-là qui, pour toi, a été très clair avec leur propre incertitude, leur propre inquiétude. Puis là, ça peut faire déraper le projet parce que eux n'ont pas pris la peine de poser la question. Peut-être qu'ils ne se sont pas sentis écoutés. Peut-être qu'ils vont aller jacasser à gauche et à droite avec d'autres membres de l'équipe pour dire « Hey, peux-tu croire qu'il nous fait faire ça? » etc. Au lieu d'avoir eu une approche personnalisée puis d'avoir eu une communication ouverte, mais surtout soutenue selon les besoins des gens. Fait que c'était vraiment intéressant qu'elle nous a mentionné ça, mais ça retouche un peu ce que tu as dit, que l'humain c'est un facteur clé, mais tu peux pas juste dire « Ah, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Ah, je suis quelqu'un qui considère l'humain. » Non. Est-ce que tu connais tous tes employés individuellement, à savoir
lui, aujourd'hui, il n'a pas une bonne journée, je suis peut-être mieux de ne pas lui parler du projet majeur. Et, tu sais, ou lui, il faut vraiment que j'y en parle d'avance parce que si j'y en parle pendant que tout le monde est autour de la table, il va se refermer puis là, il va angoisser. Tu sais. D'être capable de vraiment identifier ces personnalités-là peut faire une grande différence sur le succès d'un projet. Tu sais. Oui, tu sais, des fois, il y a des choses que tu dis, on va informer en groupe parce qu'il faut informer plein de gens en même temps, mais aller chercher le feedback, dans certains cas, c'est mieux de le faire individuellement. Il y a des gens qui, devant un groupe, ils ne se sentiront pas à l'aise du tout de parler, ils ne voudront pas se faire critiquer, tu sais. Il n'y a pas longtemps, on a fait une révision stratégique avec une équipe, puis il y a 2 des employés qui n'ont pratiquement pas parlé. Dans les autres employés, il y en a plusieurs qui ont levé la main pour un sujet ou pour un autre, ils ont apporté du feedback, ils ont amené des éléments, toute l'équipe. Mais il y en a 2 qui étaient très, très silencieux. Puis je me disais, Colin, c'est 2 pans de l'entreprise quand même importants. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont rien dit? Puis j'ai eu des discussions après avec eux. Puis il y en a un des 2 qui m'a ouvert son cahier puis qui m'a listé toutes les choses qu'il avait prises en note, puis les choses qu'il trouvait importantes, puis les choses pour lesquelles il aurait normalement dû donner son feedback. Mais lui, il ne se sentait pas légitime de le faire dans ce meeting-là. Fait qu'il a quand même pris ses notes. Il n'en pensait pas moins. Hein. C'est pas parce que les gens ils sont silencieux qu'ils n'en pensent pas moins. Fait que c'est encore plus important quand quelqu'un était silencieux d'aller collecter son feedback, d'aller voir qu'est-ce qui a résonné, qu'est-ce qui n'a pas résonné, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas parlé. Parce qu'il y a des gens qui vont parler quand ils sont invités à donner leur réponse. Et puis, je jump sur un sujet vraiment intéressant. J'étais allée à Austin il n'y a pas longtemps, au Texas, puis j'étais allée assister à une conférence qui était faite par Workhuman, une compagnie qui ont un logiciel sur le partage de feedback positif pour les employés. OK. Je perds mes mots en français. Il y avait une conférence sur un sujet qui s'appelait Culture Map. C'est une écrivaine qui a fait un livre sur les différentes cultures dans le monde. Puis elle a résumé ça. En fait, elle a donné un score en 8 critères différents pour définir la culture d'un pays ou d'un territoire. C'était vraiment super intéressant. Ça fait quand par exemple, dans ton équipe, si tu as des gens d'une autre culture, bien, ça se peut que eux, dans leur culture, là, tu interromps jamais le patron quand il parle, par exemple. Ouais. Tu vas seulement donner ta rétroaction si quelqu'un te le demande vraiment. Eux autres, ils vont jamais sinon aller le dire. Fait que, il y a plein d'éléments, ça c'est un exemple, mais il y a plein d'éléments qui sont personnels, puis d'autres qui sont culturels, qui vont faire en sorte que ton feedback, tu n'iras pas le chercher de la même façon, puis sinon les gens vont être silencieux, puis tu vas dire « Ah, ben écoute, ils sont tous d'accord, tout est correct. » Si tu fais ça, tu fais une pas pire erreur, là, tu sais. Fait que l'ajustement à la culture, si tu fais affaire avec un groupe d'une autre culture, c'est vraiment intéressant d'aller chercher un petit peu d'informations là-dessus. Puis ce livre-là est une petite perle d'informations. J'en doute pas. Puis on fait le pont avec la culture. Puis moi, il y a mon directeur de maîtrise là, qui avait il y a une définition assez tranchée de la culture. Puis j'aimerais ça avoir ta vision là-dessus, c'est que la culture, c'est comment les employés agissent quand que le boss n'est pas là. Mm-hmm. Ouais, c'est la culture d'entreprise, par exemple. Oui. Bien, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Moi, je pense pas que nécessairement que les gens sont toujours différents quand le boss est là ou quand le boss n'est pas là. Mais la culture, dans le fond, c'est des habitudes d'un groupe, c'est leur façon de réagir, d'aborder certains problèmes d'une façon répétitive, tu sais, dans le fond. Mais tenir compte de la culture, puis la culture d'une entreprise, il y a des groupes, des fois, dans une entreprise qui vont avoir une microculture. Oui. Oui. Tu sais, tu vas prendre des groupes de logiciels. Toi, tu es en technologie, des gens, ou les gens d'informatique. L'équipe informatique, c'est moindrement grosse versus l'équipe de production. Ils n'auront probablement pas tout à fait la même culture. Tu as des tendances lourdes dans une entreprise, mais souvent, dans des équipes, si l'entreprise est moindrement grosse, il va y avoir des cultures locales. Mais si je peux faire du pouce sur sur la définition que Jonathan a mentionnée, qui est la culture d'entreprise, une citation de notre directeur de maîtrise, on a le même, mais c'est comment ça dégage, la culture est dégagée quand le boss n'est pas là. Mais je pense que c'est plus aussi la stabilité de ta culture est dégagée par la présence ou non. Puis, tu sais, moi, dans mon entreprise, test de maîtrise, je pouvais le voir comment les employés étaient si le patron était présent et s'il n'était pas présent. Le niveau de respect changeait, même si il
ils nommaient la valeur comme étant une de leurs valeurs d'entreprise, tu pouvais voir que si le patron était présent versus quand il est absent, c'est un autre monde, là. Puis tu peux le voir aussi à l'inverse, quand le patron est peut-être toxique ou un mauvais gestionnaire, ben, tu vois les souris qui dansent quand le patron n'est pas là, puis la productivité a augmenté. Fait que ça vient un peu avec la définition, qui n'est peut-être pas la définition exacte, parce qu'on l'a interprété de notre propre façon. C'est quoi la culture d'entreprise? Mais pour toi, est-ce que tu considérais que la culture d'entreprise est un facteur clé à la transformation numérique? Et si oui, comment est-ce que je m'assure que ma culture est solide puis que c'est une fondation sur laquelle je peux appuyer des changements majeurs? Bien, moi, je suis certaine que la culture elle a une influence parce que si, par exemple, dans la culture, il y a vraiment un élément de... Nous, on est toujours en gestion d'urgence. C'est notre habitude. T'sais, on ne prend pas souvent un pas de recul. En réalité, on va obtenir ce qu'on exige. Puis si la haute direction n'exige pas d'être en mode préventif, d'être en mode proactif, s'ils vont valoriser les comportements qui sont très, très hauts. Tu en as sauvé une belle aujourd'hui, tu as agi en urgence, tu as travaillé jusqu'à minuit, je suis fière de toi, bravo. Tu sais, ce qu'on va valoriser souvent, ça va être des comportements qui vont tendre à se répéter parce que les gens ils ont tendance à s'aligner avec ce qui leur est demandé. Fait que si on est très en mode, justement, gestion des urgences, tu le quittes, bien, c'est sûr que quand tu arrives avec un projet qui te demande de prendre un pas de recul, qui te demande d'anticiper un paquet de choses, c'est pas les réflexes des gens, là. Ils ne sont pas en réflexe d'anticipation, ils sont en réflexe de réaction. Fait que là, c'est un projet qui cadre moins avec leur habitude. Il va peut-être être plus difficile à faire. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens, au lieu de travailler sur un projet qui est plus à long terme, ils vont butiner sur des tâches à court terme parce que c'est l'habitude de qu'est-ce qui est demandé, de travailler avec des choses qui ont un impact à très, très court terme. Fait que ça se peut que ce soit plus difficile de faire un projet de longue haleine dans une entreprise qui a cette culture-là, que dans une entreprise qui est habituée d'être très stratégique, d'être très, très, très rigoureuse dans sa démarche d'implantation, etc. Les gens sont déjà dans un cadre qui est compatible avec la nature de la démarche. À ce moment-là, ils sont habitués. D'autres, ils vont dire c'est pas ça qu'on nous demande d'habitude. C'est certain que la culture influence. Puis on va, par rapport à ce que tu disais, je trouve qu'on va valoriser beaucoup une personne qui nous sort du trouble versus une personne qui a trouvé une solution à ce que quelque chose ne se produise pas parce que c'est pas arrivé. Mais on ne valorise pas le fait que c'est pas arrivé parce qu'on a mis quelque chose en place. Là. Et tu vois, le mot que je cherchais tantôt, là, quand je cherchais mes mots, c'est le mot reconnaissance. Le logiciel dont je parlais, c'est un logiciel qui travaille sur la reconnaissance des employés. Puis, ce qu'on valorise, c'est souvent soit qu'on va féliciter quelqu'un devant les autres, ou on va donner des bonnies, ou en tout cas, on va reconnaître d'une façon ou d'une autre le comportement exceptionnel qu'on veut mettre de l'avant. T'sais. Fait que toutes les stratégies de reconnaissance, si on a besoin de faire shifter une culture pour être de plus en plus en mode proactif, il faut surveiller ce qu'on reconnaît comme étant à valoriser, comme étant ce qu'on préfère, comme étant ce qu'on veut. Fait que travailler tout le côté reconnaissance, puis les données en lien avec la reconnaissance que les gens vont se faire entre eux, parce que souvent, les gens ils vont accorder encore plus d'importance à la reconnaissance qu'ils reçoivent de leur père, parce qu'ils considèrent que leur père comprenne mieux leur travail que leur patron ou que le grand patron. Fait que quand la personne, elle connaît vraiment bien ton travail puis elle te dit « Wow, tu as bien travaillé », pour toi, ça a encore plus de poids que quelqu'un qui te dit « Il ne sait même pas ce que je fais de toute façon ». Fait qu'il veut juste, tu sais, que je travaille fort encore. T'sais. Il veut m'influencer à travailler encore. Fait que ça, l'information sur qu'est-ce que les gens valorisent entre eux, comment ils se félicitent, sur quoi ils se disent « Hey, merci de m'avoir rendu service là-dessus, ça m'a aidé ». Les gens de WorkHuman, eux autres, ils capturent ça dans le logiciel de reconnaissance puis ils s'en servent avec l'intelligence artificielle pour comprendre les tendances de culture des différents départements d'une grande entreprise, par exemple. Fait que ça, c'est super intéressant. Mais c'est ça. Si on a un projet important à faire, bien, il faut mettre de l'avant un plan de reconnaissance qui va soutenir qu'est-ce qu'on veut. Puis même, je dirais, un plan de célébration. Tu sais, dans une implantation, par exemple, d'un ERP, c'est pas nécessaire de célébrer juste à la fin quand il est implanté, que le Python est à on puis que tout marche bien. En cours de route, quand on a des jalons de fête, on peut aussi prendre le moment de célébrer, souligner, supporter positivement les étapes qui ont été franchies. Puis là, bien, à ce moment-là, on va venir aider à ce que les gens mettent de l'effort. Puis même si c'est quelque chose à longue haleine qui n'est pas toujours facile à faire puis qu'il y a beaucoup d'embûches, bien, ça va quand même être motivant de travailler dessus. Le côté humain puis le côté technique viennent se rejoindre encore une fois.
là, je vais utiliser un gros mot d'universitaire. Là. Je trouve que c'est un gros changement de paradigme ou vraiment de façon de voir les choses. Parce que j'ai l'impression que culturellement, puis moi, je l'ai vécu à Tracy, je repense à mes premiers emplois, puis commencer aujourd'hui, c'est que on dirait qu'avant, au niveau du travail, c'était beaucoup, on va te donner une instruction. Si tu ne la fais pas comme il faut, on va te cadrer. Puis on va faire en sorte que tu fais comme il faut. Qu'est-ce qu'on te demande? Là, dans ce que tu apportes, on change de vision. On ne va pas te dire nécessairement... Oui, on va te donner des instructions, mais on va valoriser les comportements qu'on choisit, qu'on souhaite faire répéter pour qu'ils soient répétés. Fait qu'au lieu de dire, on va te dire quoi faire puis on va te recadrer si ça ne marche pas, mais là, c'est comme si on va te dire quoi faire, puis si tu le fais comme il faut, on va te dire que c'est bon pour qu'on continue à le faire. C'est du renforcement positif. C'est du renforcement positif, mais c'est vraiment comme un changement de paradigme ou un changement de façon de faire qui est pas nécessairement culturellement en place. Pas partout. Pas partout, puis qui est pas quelque chose qui était... qui est là depuis longtemps. Là. C'est pas quelque chose qui... Mais je trouve ça intéressant, cette approche-là. Shifter du mode de supervision plus autoritaire à dire je vais vous encadrer, je vous supervise, je vous dis quoi faire. Si ça ne marche pas, je vais sévir. Je vais devoir vraiment encadrer les gens pour qu'ils rentrent dans le moule. T'sais. Fait que, il y en a un peu de ça. On n'a pas tellement le choix de dire on met des instructions en place, on met un cadre en place, mais se poser la question, au lieu de dire mais comment je vais faire pour qu'ils arrêtent de faire ce comportement-là? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu valorises? Oui. Il y a un patron, à un moment donné, chez Pratt, qui m'a dit, dans une certaine circonstance, « Isabelle, on obtient qu'est-ce qu'on exige. » Puis là, j'ai fait comme, c'est vrai, mais souvent, des fois, on va dire, on veut un comportement, mais au quotidien, on passe notre temps à taper sur le clou d'une autre affaire qu'on aurait besoin aussi, mais on met beaucoup plus l'emphase sur l'autre affaire, puis après ça, on reproche à la personne de ne pas avoir fait le deuxième élément. Oui, mais qu'est-ce que tu lui as demandé? Tu sais, si je reviens à la stratégie. Souvent, les projets là, de plus longue haleine ou de nature plus stratégique qui impliquent une transformation, ils sont par-dessus le reste. Fait que si dans la gestion quotidienne, on passe notre temps à courir après les urgences puis de demander aux gens « Oh, mais tu travailles sur telle priorité, tu travailles sur telle priorité. » Puis là, une fois par mois, on fait le meeting sur la stratégie puis on dit « Là, vous n'avez pas avancé votre projet stratégique. » Oui, mais ce que tu m'as demandé à tous les jours, c'est l'autre affaire. C'est l'urgence. Fait que comment qu'on fait dans notre façon d'encadrer les gens pour balancer ce qu'on demande, puis permettre aux gens d'avoir le temps de faire les choses, puis nous, démontrer l'importance qu'on accorde aux différents objectifs en disant, il faut que je sois cohérent. Ouais. Qu'est-ce que je demande au quotidien? Qu'est-ce que je veux qu'il soit fait? Il faut que ça soit aligné. Fait que renforcer les comportements qu'on veut vraiment, ça vient avec on obtient qu'est-ce qu'on exige. Puis exiger, ça ne veut pas dire d'une façon autoritaire, ça veut dire qu'est-ce que je favorise, qu'est-ce que je vais demander régulièrement, ce à quoi je vais accorder de l'importance. Parce que les gens ont toujours tendance à dire, essaye de faire qu'est-ce que ton boss t'a demandé, dans le fond. Oui. Puis ça me fait penser à la discussion qu'on avait durant la pause sur l'amélioration continue. On se dit, est-ce que je le favorise dans mon entreprise ou je dis aux gens, comme pour bien dire, « Ah oui, nous, on fait ça de l'amélioration continue. Ah oui, c'est une priorité pour nous, l'amélioration continue. » Mais quand il y a un projet d'amélioration continue qui vient sur la table, bien, c'est pas une priorité. Et là, tu te dis, est-ce que tu en fais finalement de l'amélioration continue ou pas? Puis, est-ce que tu le priorises? Est-ce que tu es capable de voir le bienfait que de prioriser cette action-là peut avoir pour l'entreprise? Puis, tu l'as bien dit, puis je vais te laisser le redire, la différence entre les PME et les grandes entreprises à ce niveau-là est majeure. Là, c'est l'investissement des ressources. C'est que des fois, tu voudrais donc que ça soit fait, mais de dire, je vais arrêter mes employés de travailler pendant une demi-journée pour qu'ils fassent le 5S, par exemple. Et pendant ce temps-là, je vais avoir une demi-journée où est-ce qu'il n'y aura pas de production qui va sortir de mon usine. Bien, c'est un sacrifice que est-ce que je suis prête à le faire? Ou sinon, ça serait quoi les autres options? Parce que si je veux que ça soit fait, il n'y a pas de magie. Là. Il va falloir que le monde y passe du temps dessus. Fait que comment on le coordonne pour que ça limite l'impact sur mes opérations, mais il va falloir que je le fasse d'une façon ou d'une autre. Là. Ça n'arrivera pas tout seul. Là. Fait que dire l'engagement, s'engager à faire le pas, parce que des fois, c'est un petit pas de recul en investissement de ressources pour mieux avancer. Mais des fois, c'est de prendre conscience de dire, bien, si je m'engage là-dedans, qu'est-ce que ça va représenter comme ressources? Est-ce que je suis prête à le faire? Si oui, quand? Puis
Puis là, je supporte mon initiative que j'ai demandée en faisant les gestes appropriés. Tu sais. Exact. Et souvent, ça, c'est le petit bout qui manque. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça vient vraiment bien envelopper tout l'aspect de culture. Tu sais, il ne suffit pas de le dire, il suffit de l'intégrer, de l'encourager, puis aussi de mettre les actions en place qui respectent le discours que tu as au préalable. T'sais. Absolument. Les bottines doivent suivre les babines. Exactement. On approche la fin de ce podcast, puis on prend tout le temps le temps de poser 2 questions à nos invités. La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais partager aux entreprises, en fait, qui entament leur transformation numérique? Prenez le temps de comprendre dans quoi vous vous embarquez. Donc, d'évaluer comme il faut l'investissement en ressources, l'investissement en temps et d'épurer quel objectif ça doit poursuivre pour éviter de dévier. Parce que c'est facile de dévier. Il y a tellement de possibilités dans le monde numérique. Fait qu'épurer pour commencer, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre pour être sûr que ce qu'on va chercher comme solution, ça va vraiment, vraiment être directement droit au but, qu'est-ce qu'on veut, puis prendre le temps d'évaluer comme il faut les ressources que ça prend pour être sûr qu'on est prêt. Puis si on n'est pas prêt maintenant, bien, se donner la chance. Puis là, je rajoute, parce que ça me touche, être prêt, c'est... c'est pas mal le thème de mon mémoire. De ton mémoire. C'est pas parce que tu n'es pas prêt que tu ne le seras jamais, tu sais. Non, bien, en fait, tu devrais, si tu te rends compte que tu n'es pas prêt, ça devrait te faire prendre conscience des étapes qui te manquent. Puis là, tu devrais avoir un plan d'action de préparation. Je pense que c'est une des raisons pourquoi que le gouvernement tend à insister sur les plans numériques récemment. Il y en a beaucoup ils ont embarqué dans un projet numérique parce qu'ils se sont fait vendre une solution toute faite, puis finalement, ça n'a pas bien été. Donc, ils ont pris conscience que la préparation valait le travail, je pense. En tout cas, je l'ai entendu à de nombreuses reprises. Puis le fait de dire, on commence par scruter nos processus, on les cartographie, on identifie notre fil numérique et nos bris actuellement dans le fil numérique pour être capable d'avoir un bon canevas de départ pour comprendre nos enjeux, comprendre les gaps qu'on doit closer avec l'outil numérique qu'on va adopter. Puis ensuite, bonne évaluation de ressources. Puis là, on embarque ou on n'embarque pas ou on fait des activités préparatoires. Tu sais. Exact. Là, je prends le temps de faire un petit peu de publicité pour nous-mêmes. Pour tout ce qui est des étapes préparatoires, on couvre ça avec le gym numérique sur notre chaîne YouTube avec 20 capsules dans notre série Active ta transformation. On passe à travers tous les préalables ou les étapes qui te permettraient de te rapprocher du niveau d'être prêt à réussir des projets technologiques ou numériques. Donc, un petit peu, on se donne un peu de tape dans le dos en même temps pour être sûr. C'est correct, mais on vous invite à aller l'écouter si vous vous sentez pas tout à fait prêt à entamer ces processus-là, comme Isabelle vient de le mentionner. Notre dernière question pour toi avant de clore ce podcast, c'est qu'est-ce que dans notre échange aujourd'hui t'a le plus marqué? Bien, je pense que c'est le fait qu'on finit toujours par, même si on aborde des sujets qui sont très techniques, numériques, puis tout le kit, puis qu'on parle d'entreprises qui ont des enjeux souvent quand même assez techniques, on finit toujours par amener l'humain derrière. Puis il faut absolument jumeler les deux réalités. Ça fait que c'est le côté que j'aime bien, qu'on ait lié les deux, qu'on n'ait pas parlé juste du côté très procédural de dire comment on fait une implantation, etc., ou comment on fait pour faire une sélection d'outils numériques. Il faut penser aux gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est une réalité. Puis comment on s'y prend, c'est en ayant des outils de croissance personnelle, je pense, comme patron, comme dirigeant, d'avoir la préoccupation pour les gens qui travaillent pour nous, puis de mettre saupoudrer un petit peu de célébration à travers tout ça pour que ce soit le fun. Parce qu'il ne faut pas juste que ce soit une souffrance, les implantations. On entend tout le temps, les ERP, on a fait une implantation, c'était terrible, tu sais. Mais à travers ça, il peut avoir... c'est un beau défi, premièrement. C'est un très beau défi à relever. Puis il peut avoir des belles célébrations à faire, là, parce que l'équipe évolue à travers ça. Absolument, absolument. Bien, on te remercie énormément pour ta présence aujourd'hui. La discussion était très enrichissante et intéressante. Donc, vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres de m'avoir invité. C'était bien intéressant comme discussion. Merci. Puis, on vous dit à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, le Gym numérique, à partager aux gens à qui ça pourrait être intéressant d'apprendre sur la préparation et la transformation du numérique. Donc, on vous dit un grand merci. Et à bientôt.